Les marrons du feu depuis 52 ans de territoire. C'est le premier tabou essentiel de la politique française contemporaine. La stratégie des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de la construction européenne. Ce que je viens de vous dire là, dans la campagne actuelle, dans la campagne électorale en France, personne ne vous le dira. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'UMP, le Modem, le PS, le PCF, les Verts et tous les gaullistes autoproclamés. Aucun responsable politique n'osera expliquer aux Français, premièrement, que la construction européenne a été conçue par les États-Unis, puis continuellement financée et promue par eux depuis 60 ans. La déclaration, la CECA, c'est 1951. Ça fait 60 ans depuis 1950, c'est la déclaration Schuman. Ce ne sont pas des racontars. Il y a tous les éléments précis, toutes les citations, je peux les donner à ceux que ça intéresse. Et aucun responsable politique français ne disant ça ne va non plus expliquer pourquoi. C'est le premier grand tabou. Je vous suggère, quand vous allez voir votre député, ou que vous allez entendre telle ou telle personne qui vous parlera d'une autre Europe, de dire, mais pourquoi vous ne nous dites pas que M. Robert Schuman était financé par la CIA? Et puis, au contraire, on diffuse très largement des analyses qui expliquent que la construction européenne serait une ambition française. Et oui, parce que le truc génial, c'est que ça a été présenté aux Français par des Français. Parce que les Américains ont bien compris, puis la guerre a continué avec De Gaulle pendant la guerre, que le point dur, le pays qui résistait, c'était Astérix. On a donc présenté cette affaire par des Français. Et puis il y a un deuxième tabou essentiel, c'est l'irréductible divergence des intérêts nationaux. Vous avez vu ce que disait De Gaulle? Il disait l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, etc., ils sont vassalisés. De Gaulle partait des réalités. Les réalités, ce sont des intérêts nationaux différents. Ça n'est pas une obscénité d'avoir des intérêts nationaux. C'est comme les intérêts individuels. Chacun a des intérêts individuels et c'est bien normal. Il est bien normal que l'intérêt national des Français, ce soit de protéger leur industrie, leurs services publics, EDF, leur lien avec le Maghreb et l'Afrique francophone. Il est bien normal que les Polonais veulent se protéger des Russes et avoir une relation avec les Américains. Il est bien normal que les Anglais se sentent très très proches des Américains et pas du tout de nous. On veut faire croire que ces intérêts nationaux n'existent pas. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'UMP, le Modem, le PS, le PCF, les Verts et les gaullistes de pacotille, aucun responsable politique ne daigne expliquer aux Français que les autres peuples d'Europe ont des intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. C'est pourtant une évidence. Voici donc la première impasse. La construction européenne sert de plus en plus visiblement les seuls intérêts américains, bien sûr, puisque c'est une stratégie américaine. La France a une stratégie qui lui est imposée par la première puissance mondiale, et pourtant les responsables politiques de tout l'arc-en-ciel politique français et les médias cachent cet asservissement capital en faisant croire aux Français que la construction européenne serait une stratégie française. C'est une stratégie qui a été décrite par Sun Tzu avant l'ère du Christ, stratège chinois. La plus haute forme de commandement consiste à attaquer la stratégie de l'ennemi. L'expert de la guerre impose sa volonté à l'ennemi, mais ne permet pas le contraire. Le premier problème de fond de la France, c'est que la France a une stratégie qui lui est imposée par une autre puissance et que tout est fait pour que les Français pensent que cette stratégie est la nôtre alors qu'elle nous est imposée de l'extérieur. Nous en arrivons à la deuxième impasse, qui est ce que j'appelle l'impasse alter-européiste. Alter-européiste, ça veut dire de l'autre Europe. Ceux d'entre vous qui m'ont entendu dans d'autres conférences savent que la Commission européenne est peuplée de commissaires européens qui sont tous, en tout cas une grande majorité d'entre eux, pas tous, je retire le mot tous, qui sont dans une grande majorité d'entre eux très proches des intérêts américains.
qui ont travaillé aux États-Unis, travaillé dans des entreprises américaines pendant longtemps, très proches pour certains d'entre eux des services d'information et de renseignement américains. Si vous vous amusez, comme je l'ai fait, chose curieuse, vous ne trouverez jamais cette analyse non plus dans tout le débat politique, à examiner les appartenances politiques des commissaires et surtout leur tropisme, la façon qu'ils ont de raisonner. Vous vous apercevrez que le français représente 4%, même un peu moins, 3,7% de la commission, 1 sur 27, que les autres commissaires, a priori, en général favorables aux positions françaises, sont 2 ou 3. Il y a souvent le portugais, l'italien, le belge, ça dépend des sujets, pas toujours. Il y a l'allemand. Et puis, le reste, ce sont des commissaires ayant effectué des études au Royaume-Uni, ou anglophones de naissance, ou ayant travaillé pour des entreprises américaines, ou ayant effectué des études aux États-Unis, ou tous les autres commissaires, a priori, plutôt défavorables aux positions françaises, notamment venant des pays de l'Est, qui sont pour un ultralibéralisme et pour le refus de toute harmonisation sociale. Quand on veut faire de la politique, on s'intéresse au rapport de force, non? Ceux qui vous promettent une autre Europe, il faudrait quand même qu'ils expliquent aux Français quel est le rapport de force au sein de l'Europe. Si on simplifie ce camembert, on arrive à ça. Commissaire a priori favorable aux positions françaises, dont le français, 17%. Commissaire a priori défavorable aux positions françaises, 83%. Alors on le voit dans tous les domaines. La France ne dispose plus que de 78 parlementaires européens, soit moins de 10%, 9,9%. La réalité, c'est ça. Ceux qui vous disent « votez pour moi pour faire changer l'Europe », ils vont faire comment? Puisqu'ils sont 9,9%, ils sont d'ailleurs pas d'accord entre eux. Ils vont faire comment? Ça, c'est la position des États membres de l'Union européenne sur le déclenchement de la guerre en Irak. Contre la guerre en Irak, la France, 4%. Hésitant, 2 pays, la Belgique et l'Allemagne. Hésitant en apparence parce que la stratégie allemande sur la guerre en Irak a été très trouble. Enfin, en apparence, ils étaient hésitants. 2 pays, ça fait 8%. Et au sein du reste de l'Union européenne, ils étaient tous pour l'intervention de la guerre américaine dans la guerre en Irak. Pour 88%. Voilà le rapport de force au sein de l'Europe. Nous sommes noyés. Nous sommes noyés dans un lac pro-américain. La langue de rédaction d'origine des documents à la Commission européenne. En 1996, le français et l'anglais faisaient encore à peu près jeu égal. Avec l'élargissement à l'Est, et tout le monde sent bien l'accélération de notre vassalisation par les États-Unis, nous en sommes rendus à 2007, où il y a à peine plus de 10% des documents qui sont écrits en français, et plus de 80% sont en anglais. En d'autres termes, la stratégie américaine fonctionne. Ben oui, ils ne sont pas bêtes, les Américains. Eh oui. Eh oui, ils y ont réfléchi depuis des années et des années. Ça marche. La France est devenue un pays satellite de l'Empire. Vous savez comment on disait le pays satellite? La Hongrie, qui était un satellite de l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie. Et lorsque les chars sont entrés à Berlin-Est en 1953, à Budapest en 1956, à Prague en 1968, on disait ces pauvres pays satellites, ils ont été normalisés. C'était la normalisation. Normalisation. Eh bien, nous avons été normalisés. Les Français ont voté non à la Constitution européenne. Alors, on n'a pas envoyé les chars, on a envoyé des chars médiatiques. Nous avons quand même eu la Constitution européenne que 55% des Français avaient rejetée. Nous sommes un satellite américain. Nous avons eu un printemps de Paris, si j'ose dire, comme on a parlé du printemps